Bonjour à tous. Merci. Nous avons donc le plaisir aujourd'hui d'accueillir Marlène Jouan, qui est maîtresse de conférences en philosophie, membre du laboratoire Philosophie, Pratiques et Langages, PPL pour les intimes. Et Marlène est connue pour des travaux qui sont essentiellement centrés sur l'éthique et donc sur les liens avec la société. Elle a notamment fait paraître un livre en codirection avec Sandra Laugier sur l'autonomie, et cela montre bien ces interrogations sur la place de l'humain, sur les places des humains et leurs liens entre eux. Et je crois que ça peut être une des clés d'entrée pour votre conférence, pour ta conférence, restons-en au tutoiement, pour ta conférence d'aujourd'hui sur la gestation pour autrui. Parce que ce qui nous est présenté aujourd'hui, c'est une question de société qui est au confluent notamment de la législation et de l'éthique, comme le titre nous engage à le penser, mais qui invite aussi à penser plus largement sur les forces qui travaillent notre société, qui mettent en jeu son évolution. Et puisque tu articules ta réflexion sur la gestation pour autrui à la question du travail, c'est également aussi peut-être l'économie qui va être mise en cause dans ce qui nous attend dans les minutes qui viennent. Donc sans nul doute, c'est une approche qui va susciter des réactions, des discussions. On s'en réjouit tout de suite. Mais les discussions vont attendre un petit peu puisque je cède la parole à Marlène pour 30 minutes. Au bout de 25 minutes, un gong la préviendra qu'il lui reste 5 minutes pour arriver à la fin de son exposé. À la fin des 30 minutes, la salle aura la parole, comme vous le savez, vous en avez l'habitude, pour des questions, et les questions pourront se développer pendant un certain laps de temps et se continueront ensuite au rez-de-chaussée autour de la petite collation traditionnelle que la MSH vous propose. Je vous remercie déjà et je passe la parole à Marlène. Merci Isabelle, merci Laurent de m'avoir invité à ces rendez-vous. Merci aussi au public d'être nombreux. Alors peut-être que vous avez eu l'occasion de lire le petit résumé de ma conférence qui se trouve sur le site internet de la MSH. Et donc vous avez peut-être pu voir que j'ai indiqué que le titre que j'ai donné à la conférence, donc la gestation pour autrui de la morale à la justice, est aussi le titre d'un livre sur lequel je travaille actuellement et que j'espère terminer avant l'été. Et cet ouvrage a le projet de traiter en 6 gros chapitres de l'ensemble des questions soulevées par la GPA, ce qu'évidemment je ne vais pas pouvoir faire aujourd'hui. Mais d'emblée, je voudrais vous donner néanmoins un petit aperçu de ces questions, avant de limiter mon propos, voilà, avant de le restreindre, parce que voilà, c'est un chantier que je lance. Alors, quelles sont ces questions? Donc, il y en a 6, il y en aura une par chapitre dans l'ouvrage. La première question est une question anthropologique et juridique, c'est celle des principes ou des critères de la parenté, qui a été soulevée dans les tribunaux américains dès le milieu des années 80 à travers de célèbres affaires de GPA. Donc question, comment et à qui aujourd'hui permettons de devenir parents et de faire famille, et donc de contribuer à la reproduction de la société? C'est une question qui se développe en une sous-question. Qu'est-ce qui fait la parenté? Est-ce que c'est la volonté ou l'intention? Est-ce que ce sont les gènes? Est-ce que c'est le soin et l'éducation? Est-ce que c'est la grossesse? Voilà. La GPA, vis-à-vis de ces questions, est une pratique qui nous oblige à reconnaître le caractère socialement fabriqué ou institué de toute filiation, même quand celle-ci paraît la plus naturelle possible.
L'idée que la biologie ne suffit jamais à faire des parents, bon, ça fait très longtemps que les anthropologues nous l'ont appris, mais disons que la GPA met ce point en évidence. La deuxième question est une question morale, juridique, c'est la question de l'intérêt de l'enfant. Peut-on, comme le sous-tend la notion de droit à l'enfant, qui est régulièrement mobilisée dans le débat par les adversaires de la GPA, peut-on opposer cet intérêt de l'enfant à l'intérêt des parents ? Peut-on d'ailleurs juger du désir d'enfant en général ? Et y a-t-il un sens à parler pour la GPA en particulier d'abandon d'enfants ou de vente d'enfants, comme on l'entend aussi souvent ? Et enfin, naître de GPA peut-il constituer un préjudice, comme on a pu le soutenir à l'occasion de la célèbre affaire Perruche à propos d'enfants nés avec un handicap congénital ? Et quel serait ce préjudice et comment l'évaluer ? La troisième question, qui est toujours une question morale, c'est celle du respect de la dignité des femmes. Comment comprendre cette dignité qui, en matière de GPA, comme dans bien d'autres domaines, le sadomasochisme et la prostitution, par exemple, mais aussi le refus de soins chez les témoins de Jéhovah, ou encore la demande d'euthanasie, ou encore le lancer de nains, certains parmi vous ont entendu parler de cette pratique. Comment comprendre cette dignité qui est opposée à l'autonomie individuelle, ou du moins considérée comme supérieure en valeur à cette autonomie ? Peut-on se revendiquer du philosophe Emmanuel Kant, qui est cité comme une autorité absolue dans les débats publics, pour cautionner un tel usage de la dignité ? Et peut-on aussi, pour renforcer le diagnostic d'aliénation qui est alors porté sur les femmes porteuses, mêler à cette autorité de Kant celle de Marx ? La quatrième question est une question morale toujours, mais aussi psychologique et politique, c'est celle de la vulnérabilité des femmes porteuses. Cette vulnérabilité, notamment lorsqu'elle est économique, annule-t-elle la réalité du consentement des femmes porteuses en réduisant ce consentement à l'expression de ce qu'on appelle en psychologie des préférences adaptatives ? Comment penser ensemble la vulnérabilité et l'autonomie sans pour autant nier le fait que certains et certaines sont plus vulnérables que d'autres ? Et comment, à cette fin, éviter de céder aux facilités des usages catégoriels de la notion de vulnérabilité qui permettent aujourd'hui de cibler des populations non standards ou non conformes toujours plus nombreuses. Alors typiquement dans la GPA, cette catégorie, c'est celle des femmes pauvres des pays du Sud, avec des traits d'union pour signaler qu'on aurait là un groupe homogène. La cinquième question est une question toujours morale, mais aussi phénoménologique et sociale, c'est celle de la grossesse. Quelle conceptualisation des rapports entre le corps et l'esprit permet de rendre compte des particularités et des significations de cette expérience ? Comment éviter d'idéaliser et de sanctifier la grossesse ? Comment échapper donc au mythe de l'instinct maternel, selon lequel la grossesse fait inévitablement la mère, sans pour autant désincarner cette expérience, sans pour autant désubjectiver cette expérience ? Et l'évaluation de la GPA peut-elle sur ce point s'inspirer des justifications du droit à l'avortement ? À l'inverse, la pratique de la GPA est-elle le symptôme d'une récurrente injonction à la maternité ? Et au regard de cette injonction, y a-t-il un sens à envisager la grossesse, comme la maternité, et qu'elle soit d'ailleurs pour soi ou pour autrui, sous l'angle du travail, voire comme un travail ? Et enfin, la dernière question, sixième question, s'inscrit dans la continuité de celle-ci, c'est une question économique et politique, c'est celle du travail reproductif, par contraste avec le travail dit productif. En quoi la GPA s'inscrit-elle dans la continuité d'autres activités, celles qui consistent à s'occuper des autres ou à prendre soin des autres, qui sont historiquement assignées aux femmes, traditionnellement exercées au sein du foyer familial, mais qui sont aujourd'hui partiellement intégrées à la division internationale du travail. La logique du don permet-elle, avec évidence, de préserver certaines de ces activités des maux d'une marchandisation que l'on dit toujours plus envahissante, ou cette logique du don contribue-t-elle au contraire à maintenir ces activités dans l'invisibilité et donc à méconnaître l'exploitation dont elles font l'objet ? Et en lien avec cette question-ci, quelles représentations abstraites et idéalisées du marché, totalisantes du marché, nous conduit à penser, quand on valorise la logique du don, que l'amour et le travail, ou l'intimité et l'argent sont profondément antagonistes. Et donc il faudrait nécessairement choisir. Donc voilà donc pour un aperçu seulement des principales questions soulevées par la GPA,
qui, comme voilà, c'est facile à comprendre, ces questions sont loin d'être spécifiques en fait à la GPA et intéressent sur le principe tout un chacun. C'est dans cette optique en tout cas que j'ai commencé moi à m'y intéresser il y a quelques années, 4 ans déjà, en considérant la GPA comme un miroir grossissant, c'est-à-dire comme une pratique qui produit un effet de loupe sur des phénomènes tout à fait ordinaires, plutôt que comme un phénomène absolument extraordinaire qui ferait nécessairement exception et qui devrait donc, sur un plan normatif, être traité comme tel. Alors, nous aurons peut-être l'occasion dans le temps du débat de revenir sur certaines de ces questions, mais pour aujourd'hui, je voudrais simplement, dans un premier temps, vous proposer une sorte d'état des lieux de cette pratique, qui n'est pas toujours bien connue, alors qu'elle fait l'objet de beaucoup de fantasmes. Et dans un second temps, bon, j'expliquerai en fait le titre de cette conférence, c'est-à-dire j'esquisserai les implications introduites quand nous nous demandons que faire avec la GPA ou de la GPA par le passage du point de vue de la morale à celui de la justice. Voilà, deux parties, simplement. Donc pour commencer, qu'est-ce exactement que la GPA ? Alors, c'est une forme de procréation médicalement assistée, de PMA, ou d'assistance médicale à la procréation, d'AMP, on se dirait que c'est la même chose. Donc une forme de PMA qui, dans ses usages actuels, permet de pallier 2 formes d'infertilité. D'une part, une infertilité utérine, médicalement attestée, en vertu de laquelle une femme en couple hétérosexuel est dans l'incapacité d'abriter un fœtus ou de mener une grossesse à bien. Alors, il faut savoir qu'en l'absence d'une telle infertilité, d'autres contre-indications médicales à une grossesse peuvent être aussi en cause. Donc, une infertilité utérine d'une part, et d'autre part, une infertilité dite sociale, qui concerne les couples homosexuels masculins, voire, mais beaucoup plus rarement dans les faits, des hommes célibataires. Et quelle que soit la forme d'infertilité en cause, la femme qui assure alors la grossesse et accouche de l'enfant le remet à sa naissance à ce qu'on appelle ses parents d'intention. Elle leur a en effet transféré ou cédé sa responsabilité parentale, et en raison de ce transfert ou de cette cession, elle n'est en principe pas la mère légale de l'enfant. Alors par définition, la GPA est donc un arrangement social qui remet en cause un principe historiquement en vigueur dans la plupart des pays occidentaux, mais qui est déjà enfreint en droit français par la possibilité de l'accouchement sous X, par exemple. Puisque d'après ce principe, en effet, la mère, et la seule mère possible, est celle qui accouche. Mater semper certa est, dit le vieil adage romain, la mère est toujours certaine, à la différence du père, évidemment. Alors, ce qui distingue spécialement la GPA des autres formes de PMA, c'est en ce sens l'introduction d'un trouble dans la maternité, qui est certainement l'une des expressions très concrètes d'un plus large et fameux trouble dans le genre, pour reprendre le titre d'un ouvrage assez connu de la philosophe américaine Judith Butler, trouble déjà jeté au demeurant par le recours à la contraception et le droit à l'avortement. Ajoutons que ce trouble est tout spécialement renforcé dans le cadre du modèle bioéthique français, où, à ce jour en tout cas, le dispositif légal sur la PMA non seulement est réservé aux couples hétérosexuels, mais n'autorise l'introduction de tierces personnes dans le processus de procréation, ce que la sociologue Irène Théry appelle les donneurs d'engendrement, eh bien, sous condition de leur anonymat. Ces donneurs doivent rester anonymes. Cette condition permet d'occulter la participation à la procréation de celles et ceux qui ne seront pas les parents de l'enfant, et elle construit la reproduction artificielle sur le modèle de la reproduction coïtale dite naturelle. Et le problème, c'est bien que dans la GPA, cette fiction s'effondre, car le tiers est nécessairement connu, le tiers ici c'est la femme porteuse, il ne peut pas être complètement effacé, du moins pas aux yeux des futurs parents de l'enfant. Alors, cette pratique existe aujourd'hui sous plusieurs formes. J'ai fait un tableau récapitulatif. Je vais détailler chacune des lignes. On distingue d'abord d'une GPA traditionnelle de la GPA, GPA traditionnelle ou partielle de la GPA complète. Alors, la GPA dite partielle implique aussi une procréation pour autrui. Ça signifie que la mère porteuse est aussi la mère génétique de l'enfant. C'est la forme historique de la GPA qui ne nécessite aucune technique particulière. La GPA complète, par contraste, signifie que la gestatrice n'a pas fourni son ovocyte, elle n'est donc pas la mère génétique de l'enfant, laquelle est alors soit la mère d'intention si elle est fertile, soit une tierce personne donneuse de gamètes. C'est la forme la plus répandue aujourd'hui,
qui nécessite le recours à une fécondation in vitro et qui démultiplie la capacité à engendrer entre au moins 2 femmes et possiblement 5 personnes, puisqu'on peut imaginer que s'il y a une donneuse d'ovocytes, il peut y avoir un donneur de sperme également, ce qui fait qu'on a les 2 parents d'intention, 2 donneurs de gamètes, enfin un donneur et une donneuse, et la femme porteuse. Voilà. C'est compliqué, du coup. Alors, voilà pour une première distinction. Une deuxième distinction dont on entend fréquemment parler dans les débats, distinction entre la GPA dite altruiste et la GPA commerciale. Donc la GPA altruiste ou gratuite, on parle de GPA altruiste ou gratuite pour quand la pratique est gouvernée par la logique du don. Et dans ce cas, la gestatrice n'est pas rémunérée, mais reçoit seulement une compensation ou une indemnisation pour les frais et le temps engagés dans la grossesse. Dans la GPA commerciale ou marchande, au contraire, la mère porteuse reçoit une rémunération en bonne et due forme, souvent par l'intermédiaire d'une agence privée spécialisée ou bien par l'État directement, selon les pays. Troisième point, on parle de GPA domestique quand les arrangements et les contrats de GPA concernent les seuls ressortissants d'un même pays où la pratique est encadrée ou tolérée. Et on parle de GPA transnationale ou transfrontière quand la femme porteuse est citoyenne d'un autre pays, voire d'un autre continent que les parents d'intention. Et enfin, il faut distinguer aussi entre une GPA encadrée par la loi, alors selon des régimes juridiques qui sont très variables, y compris à l'intérieur d'un même pays, comme aux États-Unis. Distinguer donc cette pratique encadrée d'une GPA simplement tolérée et donc complètement dérégulée, soumise aux seules règles économiques de l'offre et de la demande. Alors, j'ai sélectionné quelques cartes pour vous donner un aperçu de l'hétérogénéité des législations au niveau international, américain et européen. Donc vous avez cette carte ici que j'ai reprise tout simplement sur Wikipédia parce qu'il faut savoir que la loi bouge beaucoup et que Wikipédia est le site qui tient le plus à jour en fait les évolutions législatives. Donc vous voyez qu'on peut distinguer ici entre une GPA commerciale et enfin les pays où la GPA commerciale et altruiste voilà est légale en bleu marine. Les pays où la GPA altruiste seulement est légale en bleu clair. Les pays, alors surtout en l'occurrence ici, c'est le Brésil, où la GPA est autorisée seulement entre des proches parents, voilà, au second degré de consanguinité, très précis, et puis les GPA où elle est les pays où la GPA est interdite, et ceux enfin où la situation est incertaine, c'est-à-dire on ne sait pas trop bien ce qui se passe. Alors vous pourrez la retrouver sur le site de Wikipédia, cette carte, facilement. J'ai voulu simplement prendre le cas des États-Unis parce que la législation est du domaine des États fédérés. Et là aussi, on a le cas, par exemple, typiquement de la Californie, où la GPA commerciale est encadrée. Et on a au contraire des cas des États où la GPA est complètement interdite, avec plein de possibilités intermédiaires. Et puis enfin, la carte de l'Europe, qui n'est pas actualisée, puisqu'il faut savoir que tout récemment, le Portugal vient d'autoriser, dans certains cas, la GPA altruiste. Donc ça devrait être en jaune. Le Portugal se retrouve plus ou moins, dans le cas du Royaume-Uni ou de la Grèce, où la GPA altruiste est autorisée. Alors, qu'en est-il spécialement en France ? La pratique, on le sait, est interdite, même si à strictement parler, en fait, ce n'est pas le procédé de GPA lui-même qui est incriminé dans la loi, mais les contrats de GPA qui ne peuvent pas produire d'effet juridique sur le sol français. Dès 1991, la Cour de cassation avait jugé ces contrats contraires à l'ordre public, c'est-à-dire à la fois au principe de l'indisponibilité de l'état des personnes et au principe de l'indisponibilité du corps humain. Donc ça signifie d'une part, qu'aucun changement de filiation, et en particulier de filiation maternelle, donc de la femme qui accouche à celle qui prendra soin de l'enfant, ne peut, à l'occasion d'une GPA qui aurait lieu sur notre territoire, être légalement reconnue et donc enregistrée à l'état civil. Et cela signifie aussi que le corps de l'enfant ne peut être l'objet d'un commerce marchand. C'est ce qu'ont entériné nos premières lois de bioéthique en 1994, en insérant à l'article 16 du Code civil la disposition suivante, je cite, c'est très court, « Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle, d'une nullité qui est confirmée d'ordre public ». Cette disposition trouve son pendant dans notre Code pénal,
où les sanctions, toutefois, paraissent frapper moins directement les parents d'intention ou la femme porteuse que ceux qui joueraient les intermédiaires dans les contrats de GPA, passibles d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Alors la loi n'a pas changé depuis 1994, et ce n'est sûrement pas à l'occasion de l'actuelle révision des lois de bioéthique qu'elle va changer. Le dernier sondage des Français en date, réalisé en décembre 2017 par IFOP pour le quotidien La Croix et le Forum européen de bioéthique, révèle pourtant que 64% des Français seraient aujourd'hui favorables à une autorisation de la GPA, dont 46% pour des raisons médicales seulement, c'est-à-dire en la réservant à des couples hétérosexuels, et 18% dans tous les cas de figure, c'est-à-dire y compris pour les couples homosexuels. Alors ce sondage confirme une évolution observée depuis quelques années maintenant, une évolution sans doute en partie imputable à une meilleure connaissance de la réalité de la GPA, tant pour ce qui est des parents d'intention que pour des femmes porteuses, connaissance que l'on doit à plusieurs ouvrages grand public parus récemment, alors j'en ai sélectionné 3 ici, ainsi qu'à plusieurs émissions radiophoniques et télévisuelles, notamment sur France Inter, sur France Culture, il y a eu beaucoup de choses ces dernières années. Mais les voix qui se font le plus entendre dans le paysage médiatique et politique résonnent tout autrement que ce sondage. Elles résonnent en fait de concert avec 2 pétitions qui ont été lancées contre la GPA au milieu des années 2010. Une pétition à l'échelle européenne en novembre 2014 intitulée No Maternity Traffic, et une autre pétition lancée en mai 2015 à l'échelle internationale mais qui déploie exactement le même argumentaire, Stop Surrogacy Now. Notre comité consultatif national d'éthique se situe du côté de ces pétitions et sa position n'a pas varié d'un iota depuis son premier avis rendu sur le sujet en 1984, c'est-à-dire 1 an seulement après sa création. Sa position a varié sur beaucoup d'autres sujets liés, mais pas sur la GPA. Vous savez peut-être qu'il a rendu 2 avis récemment sur la PMA, très rapprochés, en juin 2017, puis en septembre 2018, dans le sillage des États généraux de bioéthique. Et ces 2 avis marquent une nette rupture avec le modèle médical ou thérapeutique de l'AMP, qui prévalait jusqu'alors, au profit d'une indéniable ouverture aux évolutions sociales et familiales contemporaines. Alors pourquoi je dis ça? Eh bien parce que successivement, le CCNE s'est prononcé, alors certes sans unanimité, mais en faveur de l'accès à l'AMP pour toutes les femmes, c'est-à-dire pour les femmes seules et pour les couples de femmes, puis en faveur de l'autoconservation ovocytaire dite de précaution chez les femmes jeunes, indépendamment de toute condition pathologique et sans la contrepartie nécessaire d'un don d'ovocytes. En revanche, et là je le cite, le CCNE, je cite le dernier avis, le CCNE reste attaché aux principes qui justifient la prohibition de la GPA, 2 points, respect de la personne humaine, refus de l'exploitation de la femme, refus de la réification de l'enfant, indisponibilité du corps humain et de la personne humaine. Estimant donc qu'il ne peut y avoir de GPA éthique, le CCNE souhaite le maintien et le renforcement de sa prohibition, quelles que soient les motivations des demandeurs. Alors, ce paragraphe, c'est vraiment un copier-coller de l'avis précédent, qui est lui-même un copier-coller de la conclusion de l'avis précédent, donc vraiment la position ne bouge pas. Alors, logiquement, le CCNE recommande également l'élaboration d'une convention internationale pour l'interdiction de la GPA. Et en effet, on ne voit guère comment le maintien d'une prohibition domestique pourrait empêcher l'exil reproductif de couples et d'individus pour qui le recours à la GPA représente le seul moyen de réaliser leur désir d'enfant, puisque à condition d'avoir des ressources financières suffisantes, à condition également d'être prêt à affronter des démarches administratives et juridiques complexes, on peut obtenir ailleurs, en toute légalité, ce qu'on ne peut pas obtenir chez soi, ou alors seulement clandestinement et avec tous les risques qui accompagnent la clandestinité. Et on le voit d'autant moins que, suite aux condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l'homme, forcément entendu parler, dans plusieurs affaires de GPA, alors 2 affaires le 26 juin 2014, puis ensuite 2 nouvelles affaires le 21 juin 2016, et encore une nouvelle condamnation le 19 janvier 2017. Donc suite à ces condamnations, notre pays a dû modifier, alors non pas sa législation sur la GPA, qui reste à la discrétion des États qui sont membres du Conseil de l'Europe, mais sa jurisprudence concernant l'établissement de la filiation d'un enfant né de GPA à l'étranger. Alors, pour rappel, je rappelle que la France a été condamnée au titre d'une violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, article 8 qui porte sur le droit à la vie privée et familiale,
D'ailleurs, plus précisément, la France a été condamnée au nom de la sauvegarde de l'intérêt des enfants nés de GPA, intérêt menacé par l'impossibilité qui était alors la leur d'établir leur filiation avec les parents d'intention et donc leur identité au sein de la société française. C'est l'argumentaire de la Cour européenne. Or, les arrêts de la Cour européenne sont juridiquement contraignants et la France ne les a pas contestés. La Cour de cassation a donc dû finir par en tenir compte et désormais, c'est-à-dire depuis des arrêts de la Cour de cassation qui datent du 5 juillet 2017, le parent d'intention non biologique de l'enfant, c'est-à-dire soit sa mère d'intention dans le cas d'un couple hétérosexuel, soit son second père d'intention dans le cas d'un couple homosexuel. Leur point commun, c'est qu'ils n'ont pas accouché de l'enfant, c'est tout. Donc le second parent peut se voir reconnaître un statut parental à part entière, solidaire de celui du père biologique, tout simplement, alors simplement, c'est pas si simple, mais en recourant à la voie classique de l'adoption intraconjugale, qui depuis la loi de 2013 sur le mariage pour tous est ouverte aux couples homosexuels et pas seulement aux couples hétérosexuels. Alors, cette jurisprudence, en fait, laisse intact un certain nombre de difficultés sur lesquelles je ne vais pas m'arrêter ici. Elle ne nous assure pas contre une nouvelle condamnation de la Cour européenne, mais on voit bien où mène la logique de reconnaissance des parents d'intention, qui est encouragée par la Cour européenne. On peut imaginer qu'une transcription complète et de droit des filiations établies à l'étranger, filiation sur lesquelles la mère porteuse n'est pas mentionnée. Une transcription complète reviendrait non seulement à annuler les conséquences juridiques de l'interdiction française de la GPA pour les parents d'intention, mais aussi elle reviendrait à encourager les parents potentiels à contourner l'interdiction en se rendant à l'étranger. Et donc, pour ceux qui en ont les moyens financiers, cette interdiction française n'aurait donc de facto plus d'autre valeur que celle d'un symbole. Et à l'instar de celles et ceux qui dénoncent la logique du fait accompli ici à l'œuvre, on peut raisonnablement penser qu'il n'y a pas loin, pour des raisons élémentaires d'égalité, de cette valeur purement symbolique à une véritable remise en cause du bien fondé de l'interdiction de la GPA à nos frontières. Alors, comme je l'ai rappelé, cette remise en cause n'est clairement pas à l'ordre du jour. Mais la prohibition universelle de la GPA l'est-elle davantage ? On peut en douter, la très grande majorité des chercheurs et chercheuses sérieusement au fait de la question considèrent aujourd'hui que cette revendication est irréaliste et que la GPA est là pour durer. Aucune institution internationale ne travaille d'ailleurs à une telle abolition. Par ailleurs, il faut savoir que l'Organisation mondiale de la santé propose une définition de l'infertilité et une liste des technologies d'assistance à la reproduction qui inclut clairement la GPA. Alors, on pourrait certes mentionner dans le sens d'une telle interdiction le cas de l'Inde, qui n'est pas particulièrement représentatif, mais qui illustre régulièrement les pires scénarios concernant la GPA, puisque depuis 2002 et jusqu'à très récemment, l'Inde était considérée, à juste titre, comme le leader international ou la plaque tournante de la GPA commerciale, avec environ 3000 cliniques privées dédiées au niveau des standards médicaux occidentaux, dans un marché entièrement privatisé, estimé au moins 400 millions d'euros par an et à des coûts défiant toute concurrence pour les parents d'intention. D'après un article du Lancet paru en 2012, 25 000 enfants seraient ainsi nés de GPA en Inde, dont la moitié à destination de couples étrangers. En 2013, toutefois, l'Inde a fermé la GPA aux couples homosexuels, puis en 2015 aux couples étrangers, avant qu'en août 2016, le gouvernement n'approuve un projet de loi visant à interdire totalement la GPA commerciale, y compris domestique, au profit d'une GPA altruiste autorisée dans le seul cadre des relations familiales. Alors, contrairement à ce qui avait été avancé, ce projet n'est toujours pas passé devant le Parlement. Selon les opposants à la GPA, qui ont salué ce revirement et sa valeur d'exemple, il montrerait qu'il est possible de stopper la marche en avant ou de revenir en arrière. Mais il a aussi été fortement critiqué. On a parlé de vision patriarcale, d'actes draconiennes et régressives des femmes, de projets moralisateurs. Et le Congrès, qui en Inde est le parti d'opposition de centre-gauche au pouvoir, y a vu une loi de l'âge de pierre. Alors, plusieurs raisons, en effet, justifient en fait d'être assez sceptique à l'égard de cette solution au problème de la GPA. Bon, d'une part, le problème est déplacé plutôt qu'il ne disparaît, puisque les parents d'intention étrangers se sont tournés vers de nouvelles destinations qui se sont ouvertes quand l'Inde a fermé ses frontières. Cette solution est justifiée aussi par une description assez inadéquate du problème, notamment dans les médias occidentaux.
Alors j'y reviendrai peut-être dans la discussion, mais s'il n'est évidemment pas question d'enjoliver la réalité de la GPA en Inde, la recherche ethnographique de ces dernières années a aussi montré qu'elle n'était pas non plus l'enfer qu'on se figure. Et puis sur place, cette solution n'a pas été reçue spécialement comme une bonne nouvelle, alors ni par les directrices des cliniques, cela va de soi, mais pas non plus par les femmes porteuses elles-mêmes, ni par les associations féministes, puisque très concrètement, les femmes porteuses risquent désormais, sans bénéficier de nouvelles protections juridiques et sociales, de se retrouver à faire soit clandestinement, soit gratuitement, et sous la coupe exclusive des familles et des parents d'intention, ce qu'elles faisaient auparavant légalement, contre rémunération et par l'intermédiaire d'agences. Donc sans idéaliser leur situation antérieure, on peut donc difficilement penser que leur nouvelle situation va se trouver améliorée. Et donc on doit se demander si, quand bien même l'abolition universelle de la GPA serait possible, serait-elle vraiment souhaitable? Ce n'est pas si évident. Alors je vais m'appuyer donc je sais qu'il me reste très peu de temps, mais pour esquisser donc, voilà, à partir de ce cas de l'Inde, je vais esquisser une révision possible du cadrage du débat sur la GPA, du point de vue de la morale à celui de la justice. Alors, que signifie cette révision? À première vue, il implique d'adopter un positionnement réaliste qui n'a pas bonne presse en morale, qui suggère même que l'on aurait renoncé à promouvoir les valeurs fondamentales pour se résigner ou s'adapter de façon plus ou moins cynique à la nécessité inéluctable des choses, qu'il ne s'agirait plus alors que de gérer ou d'organiser du point de vue technique. Alors, en préparant cette conférence, j'ai retrouvé un texte de Simone de Beauvoir, Idéalisme moral et réalisme politique, initialement paru en 1945 dans les temps modernes et qui vient d'être réédité et qui élabore en ce sens, voilà, l'opposition entre moraliste et réaliste pour finir en fait par déconstruire cette opposition. On retrouve à peu près la même distinction, mais beaucoup plus utilisée en bioéthique, chez le sociologue allemand Max Weber, dans 2 conférences de 1919, devenues classiques, qui distingue entre éthique de la conviction d'un côté, qui serait à mettre du côté de l'idéalisme, et éthique de la responsabilité de l'autre côté, à mettre du côté du réalisme ou du politique, quand l'idéalisme serait du côté du moral. Et puis, cette distinction de Max Weber rencontre à son tour une autre distinction qui est beaucoup plus contemporaine, qui a été élaborée cette fois directement à propos de la GPA par la juriste américaine Margaret Jane Radin. Je vous ai mis l'ouvrage là aussi sur le PowerPoint. Il s'agit ici de distinguer 2 conceptions de la justice ou 2 façons de penser la justice. La première consiste à penser la justice dans un monde idéal, le meilleur que nous puissions aujourd'hui concevoir. Alors, de ce point de vue, il faut purement et simplement tenter d'éliminer les structures économiques et politiques de l'oppression et de la domination, qu'elles soient de classe, de genre, de race. Malheureusement, il semble, je ne vous apprends rien, que cette tentative ne soit pas exactement sur le point d'aboutir et que le monde de la justice idéale ne soit pas exactement prêt d'advenir pour autant qu'il advienne un jour. Aussi, la seconde façon de penser la justice part-elle de la situation présente, du monde réel et non idéal, de l'oppression et de la domination, en posant la question suivante, là où nous nous trouvons maintenant, quelle est la meilleure décision? C'est-à-dire, quelles sont les actions qui, hic et nunc, diminueraient les torts causés par l'oppression et par la domination? Alors cette question ne se détourne pas pour autant de l'idéal, on n'abandonne pas l'idéal, mais elle prend au sérieux le problème de la transition, c'est-à-dire nous devons nous demander quelles sont les actions qui seraient contre-productives, au sens où elle nous empêcherait à l'avenir de nous rapprocher de la justice idéale, mais aussi dans la mesure où ces actions sont susceptibles de modifier notre idéal même de la justice, de nous amener à le réviser à la baisse ou à la hausse. Alors c'est cette seconde conception que Radin qualifie de pragmatique et qu'elle recommande d'adopter. Alors, position pragmatique signifie que cette position non idéale n'offre pas de réponse toute faite aux interrogations soulevées par la GPA. En revanche, elle invite à sortir d'un raisonnement, d'un positionnement moral binaire, pour ou contre, qui aujourd'hui est de plus en plus largement reconnu comme n'étant plus opératoire pour penser ce que nous devons faire à ce sujet. Alors je cite rapidement les propos représentatifs d'une philosophe indienne tenue en 2010, pour donner un petit ordre d'idée. La recherche d'une résolution par oui ou par non aux dilemmes moraux soulevés par la GPA apparaît désormais naïve et déconnectée de la réalité.
Alors, certes, cette recherche n'a pas complètement disparu, mais sous l'influence des nombreuses enquêtes ethnographiques et psychologiques menées depuis une vingtaine d'années maintenant, donc on commence à avoir des informations dans les PA où la GPA est légale, cette recherche, d'une réponse par oui ou par non, n'est plus majoritaire et fait même l'objet d'une critique explicite qui n'est pas sans rappeler celle que Karl Marx adressait naguère aux normes morales en dénonçant leur fausse universalité, leur manque d'influence sur la pratique et leur indifférence aux conditions d'existence des individus. La question, si on adopte ce point de vue, la question qui doit orienter notre réflexion est la suivante. La logique de protection des femmes, qui est revendiquée par les partisans de l'abolition de la GPA, vient-elle véritablement contrer la logique d'exploitation des femmes, que cette pratique exhibe et dont elles profitent certainement, il ne s'agit pas de le nier, ou bien est-ce que cette logique de protection des femmes est au mieux sans effet sur leur exploitation, au pire l'alimente, et dans tous les cas prive celles qui la subissent de certains moyens d'y résister. Contrairement à ce qu'on pourrait craindre, cette question ne revient pas à évacuer les enjeux moraux du débat, mais à les articuler à ces enjeux politiques et géopolitiques, c'est-à-dire au contexte tout à fait concret des pratiques que l'on soumet souvent à une critique surplombante au nom de valeurs certes grandioses, mais aussi assez nébuleuses et dont la signification ne fait pas l'unanimité. Alors, ce contexte, et je vais conclure par là, est aujourd'hui celui d'une circulation transnationale sauvage de la GPA, qui bénéficie donc des inégalités profondes de classe, de race et de genre qui traversent le monde pas franchement idéal dans lequel nous vivons. Mais cette circulation transnationale montre aussi, et de façon peut-être inédite et paradoxale, à quel point le travail reproductif des femmes, historiquement considéré comme leur fonction naturelle, a une valeur et produit lui-même de la valeur, dont elles sont en revanche loin d'être les premières bénéficiaires. Au-delà des questions morales de principe, il faudrait donc interroger à cet égard les effets d'une interdiction ou d'une autorisation de la GPA et de tel ou tel dispositif d'organisation et d'encadrement par le droit. Comment ces dispositifs peuvent contribuer à la juste reconnaissance de cette activité, de celles qui l'accomplissent, s'ils le peuvent, et comment ils peuvent aussi contribuer à lutter contre ces inégalités, et donc contre l'injustice qui touche beaucoup de femmes porteuses, ou bien au contraire à accroître notre complicité avec cette injustice. Je termine avec une citation du coup de la philosophe Iris Marion Young qui, dans cet esprit, développe un modèle relationnel de la responsabilité qui est fondé sur la reconnaissance de nos connexions sociales à l'échelle mondiale. Alors, un modèle qui est souvent cité pour penser ce que ça fait d'acheter un t-shirt H&M à 5 €, par exemple, aussi, quand on sait quand on connaît les conditions dans lesquelles il est produit. Je citerai un petit extrait. « Les individus, nous dit-elle, portent une responsabilité dans l'injustice structurelle, car ils contribuent par leurs actions à des processus qui produisent des résultats injustes. Notre responsabilité dérive du fait que nous appartenons, avec d'autres, à un système de processus interdépendants de coopération et de compétition, à travers lesquels nous cherchons à satisfaire nos intérêts et réaliser nos projets. Même si nous ne pouvons pas remonter, en suivant une chaîne causale directe, des résultats que nous sommes susceptibles de regretter à nos propres actions particulières, nous sommes responsables car nous sommes partie prenante du processus. Dans ce schéma de coopération sociale, chacun de nous s'attend à être traité justement, et les autres peuvent légitimement nous demander réparation. » Donc, l'hypothèse que j'ai soumise aujourd'hui, je vais laisser place à la discussion, est que vouloir garder les mains propres à l'intérieur de nos frontières n'est peut-être pas la meilleure façon d'assumer cette responsabilité politique, alors que nos concitoyens et concitoyennes peuvent solliciter à moindre frais, pour effectuer le travail qui inspire à certains et certaines tant de dégoût, des femmes qui sont loin et dont les choix en matière reproductive, comme dans d'autres domaines, sont en effet restreints par la situation socio-économique dans laquelle elles se trouvent. Il n'est pas absurde de considérer que c'est une illustration typique de ce qu'une autre philosophe américaine, John Tronto, appelle l'irresponsabilité des privilégiés, à l'égard de celles qui, sans protection juridique suffisante, sont en effet enrôlées dans ce qui n'est ni plus ni moins qu'une nouvelle forme du trafic des femmes, mais malheureusement, les principes ou les valeurs d'une morale universelle ne nous prémunissent pas contre ce trafic des femmes actuel. Merci pour votre attention. Merci Marlène Jouan pour cette communication qui
ouvre véritablement, je pense, des interrogations dans tant de domaines sur la justice, le genre, la famille, les nations. Je pense qu'il y a vraiment des portes d'entrée sur la question qui sont ouvertes devant vous, qui sont à votre choix. Donc je donne tout de suite la parole à la salle.